Savoir bien positionner les éléments HTML avec CSS est un atout crucial pour créer ou refaire toute interface web. Dans cette partie, nous allons démystifier le positionnement en CSS et explorer la propriété Display. Le display en CSS est fondamental pour contrôler comment les éléments HTML sont affichés à l'écran. Par défaut, la plupart des éléments ont une valeur de display block ou display inline. Comprendre ces valeurs par défaut est essentiel avant d'explorer des techniques de mise en page plus avancées. En parlant de display block, les éléments se suivent comme des blocs. Alors, chaque élément qui a les display block prend toute la largeur disponible. Ils commencent sur une nouvelle ligne, peuvent avoir des marges et des paddings appliqués sur les quatre côtés. Alors, je suis sûr que vous avez déjà remarqué cela lorsque vous êtes en train d'ajouter le paragraphe, le P, les H1, les divs, sections, articles, etc. À chaque fois qu'on ajoute, par exemple, un paragraphe, il y a directement, ça crée et ça saute sur une nouvelle ligne et aussi ça prend toute la largeur disponible de l'élément parent. Ça, ce sont les éléments HTML qui ont le display block par défaut. Il y a les éléments avec le display inline et avec ces éléments, ils occupent simplement l'espace nécessaire à leur contenu, ne commencent pas sur une nouvelle ligne et les marges et le padding sont appliqués uniquement horizontalement. Alors, par exemple, lorsqu'on a ajouté par exemple un span, lorsqu'on a ajouté des liens, lorsqu'on a ajouté strong, etc., il n'y avait pas eu de saut des lignes. Cela veut dire que les éléments occupaient juste l'espace disponible du contenu, mais pas du conteneur. Avec la propriété Display, vous pouvez également contrôler la visibilité des éléments en utilisant Display None pour les cacher complètement à l'écran. Lorsqu'un élément a Display None, cela veut dire que l'élément ne sera pas visible à l'écran de l'utilisateur. Découvrons ça en pratique. Alors, pour cette partie, nous allons commencer par créer un conteneur. Et ces conteneurs, ça peut être un div, une section, etc. Je vais donner une classe à ces divs, je vais l'appeler container ou conteneur en anglais. Alors, je vais faire monter mon paragraphe là-bas. Je vais devoir mettre en forme ma classe ou mon conteneur. Et comme vous le savez, nous allons utiliser .container. Et puis là, je vais attribuer la largeur, la hauteur pour voir ce que ça va donner. Et la couleur de fond pour illustrer cela, ce que je disais pour les displays. Alors, je vais mettre 400 pixels pour le background. Je peux mettre par exemple aqua white. Alors, pour la hauteur, je vais mettre par exemple aussi 200 pixels, voilà, nous avons ce qui est là. Alors, je vais vous montrer, je vous ai dit que par défaut, il y a le P qui a la propriété display block. Cela veut dire que ça doit occuper chaque espace disponible, mais aussi ça doit faire un saut des lignes. Je vais vous montrer, je vais ajouter un autre paragraphe et vous allez voir, regardez quand j'enregistre, il y a un saut des lignes qui vient d'être créé. Alors, je vais simplement mettre en forme les paragraphes pour vous montrer comment est-ce que ça occupe tout l'espace disponible du conteneur. Alors, je vais faire par exemple la couleur, des fois je vais mettre ça en bleu. Donc, pour contenir P, je vais mettre par exemple bleu. Regardez, ça occupe l'espace disponible. Cela veut dire que ça occupe l'espace disponible de l'élément parent. Alors, voilà, je suis en train de modifier la couleur des fonds. Voilà. Et là, ça illustre combien de fois, par défaut, le P, ça vient avec les display blocks. Alors, je vais vous montrer un autre exemple. C'est que je vais ajouter par exemple, c'est une fois je mets un H1. Les H1 aussi, ça va, c'est une fois ça crée un saut de ligne, cela veut dire que c'est un display block. Ça doit créer un saut de ligne, mais aussi ça doit occuper tout l'espace disponible du conteneur. Alors là, ça marche déjà. Découvrons les éléments qui ont le inline block. Par exemple, maintenant, je vais ajouter un span. Un span, voici par exemple un élément en inline. Cet élément ici vient avec le inline form ou donc display block. Au lieu de display block, c'est display inline. Et ce que je vais vous montrer, c'est que oui, ça a sauté des lignes, ça fait un saut des lignes, mais néanmoins, une fois que j'essaie de mettre ça en forme, ça ne va pas occuper tout l'espace du conteneur. Regardez très bien. Lorsque je mets la couleur des fonds, ça n'occupe que juste la partie du contenu. Ça veut dire les textes seulement. Je vais illustrer ça. Je vais ajouter les spans dans un paragraphe pour vous montrer ce que ça va donner. Alors, je vais créer un paragraphe et puis je vais ajouter un span.
En principe, ce span, une fois c'était un display block, ça devrait descendre, ça devrait créer un saut de ligne. Mais vu que je vais l'ajouter ici, vu que ça ne crée pas, c'est un inline, c'est que ça ne va pas, ça va juste continuer, ça ne va pas créer un saut de ligne. Alors regardez, c'est ça la différence. Mais quand je vais mettre par exemple un P dans un autre P, ça va automatiquement créer un saut de ligne. Regardez, quand je crée un autre paragraphe, dedans, ça descend. Et c'est ça la différence avec les inline et les blocs. Maintenant, vous pouvez faire des recherches sur Internet pour apprendre plus sur ça. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut cacher un élément avec les displays hidden, les displays non excusez. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir, par exemple, cacher les titres. Je vais d'abord sélectionner les conteneurs et puis le titre en question. Je vais faire point container et puis je vais partir aussi, je vais choisir H1. Alors, je vais faire H1 et là, ce que je vais faire, c'est les displays. Quand je mets display, regardez, il y a bloc, il y a content, il y a flex, il y a etc. Il y a différentes valeurs. Alors, ici, comme je vous ai dit, par défaut, c'est toujours bloc. Mais ici, je vais cacher l'élément. Pour cacher ça, je vais faire display none. Quand je mets none, directement, l'élément va disparaître de l'écran. Ça ne va pas être visible. Alors, je vais vous montrer, je vais enregistrer et je vais actualiser. Vous allez voir ce que ça va donner. Ok, je vais enregistrer, je vais actualiser. Voilà, alors j'ai mal écrit, donc voilà, très bien regardez, le H1 vient de disparaître, cela veut dire que je viens de cacher H1. Nous allons travailler avec ça un peu plus tard. Nous venons de découvrir la mise en forme par défaut. Alors, afin de créer des mises en forme plus sophistiquées, complexes et flexibles, nous allons faire recours à des méthodes dont Flexbox et Grid. Comprendre ces notions vous aidera à créer des jolis sites web en positionnant les éléments d'une bonne manière. Sans pourtant tarder, nous allons découvrir les Flexbox. Le Flexbox est un modèle de mise en page qui permet d'aligner nos éléments sous forme de lignes et de colonnes. Cela facilite le positionnement des différents éléments sur notre page car les Flexbox nous donnent les contrôles sur les éléments en fond d'un conteneur. Dans ces cas, nous avons toujours besoin d'un conteneur ou d'un élément parent et des enfants. En appliquant la propriété displayFlex sur l'élément parent, nous aurons un contrôle total sur les enfants. On peut décider de les placer verticalement, de les centrer verticalement, de les séparer, de les faire que ce soit horizontal, de les inverser, etc. Nous allons découvrir ceci en pratique et voir la force des Flexbox. Maintenant, je vais devoir revenir dans mes codes, je vais tout supprimer. Je vais partir sur index.html, je vais supprimer aussi ce qui est là. Je vais rester avec les conteneurs. Dans ces conteneurs, je vais devoir maintenant ajouter les enfants. Alors, je vais vous montrer un raccourci. Moi, j'ai besoin par exemple de 4 enfants. Alors, ce que je vais faire un raccourci. Je vais faire .item. Et puis, je vais multiplier ça par 4. Par le nombre de fois, je vais avoir ça. Regardez, quand je valide, ça marche. Ça, c'est l'avantage d'utiliser Visual Studio Code. Alors, là, j'ai les conteneurs et j'ai les items, les enfants. J'ai 4 enfants. Je vais enregistrer et voilà, tout est là. Alors, je vais devoir maintenant mettre en forme mon conteneur ou mes éléments. Je vais premièrement commencer par les conteneurs. Je vais donner à mon conteneur la largeur. Je vais donner à mon conteneur la hauteur. Je vais mettre par exemple aussi 500 pixels. Je vais devoir mettre la couleur des fonds. Pour la couleur des fonds, je vais mettre par exemple bisque. Alors, tout dépend des fois, je vais devoir un peu augmenter sur la largeur. OK. Une fois c'est fait, je vais maintenant mettre en forme les enfants. Les enfants ont la classe item. Donc, je vais faire .item. Alors, une fois je mets .item, je vais mettre width. Pour chaque enfant, je vais donner 100 pixels. Alors, c'est un peu beaucoup. Je vais un peu de réduire. Je vais mettre 80 pixels pour chaque enfant. Alors, pour la hauteur, je vais mettre aussi 80 pixels. Donc, ce sont des carrés en quelque sorte. Il est temps maintenant que nous puissions définir la couleur des enfants. Alors, là, je peux mettre par exemple le background. Voilà. Le rouge, mais moi j'aime pas ça, je vais devoir réduire un peu sur ça. Alors, le problème c'est quoi? C'est que moi je vais pas que ça puisse avoir le même couleur. Alors, pour ce faire, je vais faire .item et puis je vais utiliser le pseudo-class ntChild. Alors, cette pseudo-classe va me permettre de mettre en forme l'élément item à la position souhaitée. Par exemple, je veux le deuxième élément. Une fois que je mets 2 là-bas, ça va, le style que je vais appliquer là va juste être implémenté sur le deuxième élément des items. Regardez, c'est juste l'élément D qui a été affecté. Là, je peux mettre pareil, donc je vais juste faire copier-coller. Je vais mettre en forme
je vais changer la couleur des fonds du troisième élément. Je vais choisir n'importe quelle couleur. Pour moi, c'est au hasard. Donc, faites ce que vous voulez. Vous pouvez choisir la couleur de votre choix. Je vais aussi mettre en forme. Je vais changer la couleur des fonds du quatrième élément. Alors, ça, c'est l'avantage de ces deux classes. Alors, je vais sélectionner la couleur là, qui est là. Puis, je vais enregistrer. Regardez, j'ai 4 éléments qui sont là. J'ai 4 enfants dans mon conteneur. Alors, nous allons maintenant devoir appliquer le display flex sur notre élément parent pour voir les comportements des enfants. Je vais faire display flex et je vais enregistrer. Lorsque je mets display flex, par défaut, le flex va disposer mes enfants comme une ligne. Donc, je vais enregistrer, vous allez voir, regardez, directement mes enfants viennent de se placer sur une seule ligne et nous pouvons changer ça comme nous voulons. Une fois nous venons d'appliquer les display flex sur un élément parent, tous les enfants par défaut seront rangés sur une même ligne. On peut modifier ces comportements avec la propriété flex direction qui va nous permettre de ranger nos enfants sur une ligne comme par défaut ou soit sur une colonne. Alors, CSS nous donne automatiquement accès à des propriétés très importantes qui vont nous permettre de gérer les positionnements selon les axes. Alors, nous avons premièrement le Justify Content. C'est une propriété qui va nous permettre de contrôler l'alignement des éléments enfants selon l'axe principal. Alors, en parlant d'axe, lorsque notre Flex Direction est sur row, cela veut dire lorsque c'est comme une ligne, lorsque nos enfants sont disposés comme une ligne, l'axe principal sera horizontal. Lorsque nous avons les types où le Flex Direction est sur colonne, cela veut dire lorsque nos éléments sont placés à une seule colonne, notre axe principal sera vertical. Cela veut dire on va utiliser l'alignement vertical. À part cela, nous avons la deuxième propriété qui est les Align Items. Alors ça va nous permettre de contrôler l'alignement des éléments selon l'axe transversal. Cela veut dire l'axe inverse. Ne vous inquiétez pas, nous allons découvrir ça en pratique. Une fois nous avons déjà appliqué les flex sur notre conteneur, nous allons voir comment aligner les éléments selon l'axe principal. Alors pour nous, l'axe principal sera l'axe horizontal parce que, comme je vous ai dit, lorsque c'est flex, par défaut, on met nos enfants comme des lignes. Alors, une fois méthode Justify Content qui est l'élément qui va nous permettre de mettre en forme selon l'axe principal, on donne plusieurs valeurs. Maintenant, je vais choisir Justify Content Center. Je vais centrer ça selon l'axe principal. Pour nous, l'axe principal, c'est l'axe horizontal. Je vais enregistrer, regarder. Ça va centrer nos éléments selon l'axe horizontal. Alors, nous pouvons mettre plusieurs valeurs là-bas, par exemple. Je peux essayer un peu de mettre ça à la fin. Alors, là, je vais mettre, par exemple, flex end. Cela veut dire que je dis que mes enfants puissent commencer à partir de la fin, selon l'axe vertical, l'axe principal plutôt. Regardez, quand je mets flex end, ça commence vers la fin. Je peux mettre flex start pour commencer au début. C'est la valeur d'ailleurs par défaut même. Alors, là, ça marche. Alors, une fois c'est fait, il y a plusieurs valeurs que vous pouvez appliquer là-bas. Je peux mettre par exemple space between. Je vais un espacement entre les enfants. Alors regardez, je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va donner. Quand j'enregistre, ça va créer les espaces entre les enfants. Je vais enregistrer, regardez, j'ai les espaces entre les enfants. Donc ça occupe toute la largeur et ça crée des espaces. À part space between, je peux mettre space around. Alors la différence, c'est qu'avec ça, ça va créer aussi l'espace entre les différents coins. Alors, vous pouvez simplement vous exercer avec les différentes valeurs de Justify Content qui vont nous permettre d'aligner nos enfants selon l'axe principal. Et pour nous, vu que les Justify 0, donc le Flex Direction 0, ça va aligner ça sur l'axe horizontal. Essayons maintenant de changer la direction de nos éléments. Enfin, je vais mettre colonne, Flex Direction colonne. C'est là, je vais ranger ça sur une seule colonne. Maintenant, ça va appliquer ça sur l'axe vertical et non horizontal. Regardez, je vais centrer. Et quand je vais centrer, ça va appliquer ça sur l'axe vertical et non horizontal. Parce qu'on a changé la direction de nos éléments enfants. On a mis ça sur colonne. Je vais mettre Flex Start. Cela veut dire que ça va commencer au début de notre colonne. Flex End au début de à la fin de notre colonne. Alors, à part cela, je peux maintenant régler avec l'autre axe horizontal avec la propriété Align Items. Alors, par exemple, je vais centrer ça horizontalement. Comment est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est quand je vais faire Align Items.
Et puis, je vais mettre par exemple Santa, ça dépend. Donc, je vais d'abord Justify Content Santa, c'est que je vais centrer les contenus ni horizontalement ni verticalement. Align Items, vu que ça agit contrairement des Justify Content, vu que pour moi, l'axe principal c'est vertical, je vais aussi horizontalement centrer ça. Regardez, quand je mets Santa aussi, c'est Align Items, ça vient de centrer mon contenu ni verticalement ni horizontalement. Pareil pour Flex Direction Row, bien sûr que ça va être une ligne, mais cette ligne sera centrée horizontalement et verticalement. Alors pour Align Items, je peux mettre par exemple Flex End, ça va maintenant s'aligner à la fin. Je peux mettre Flex Start, etc. Donc tout dépend de la valeur que vous voulez appliquer et du style que vous voulez appliquer. Alors il y a plusieurs valeurs, je vous laisse jouer avec ces valeurs pour un peu comprendre ce qui se passe avec les Flexbox et les différentes valeurs. Alors, vous aurez à beaucoup jouer plus avec les Justify Contents et Align Items, donc forcez-vous à vraiment savoir cette notion. Alors, le Flexbox ne se limite pas simplement sur les conteneurs. On peut aussi décider sur comment est-ce que les enfants vont se comporter entre eux. Par exemple, je vais d'abord supprimer les if et les hey. Je peux me dire, par exemple, je fais que le deuxième enfant puisse être très grand que les autres. Avec ça, je vais faire Flex. Et puis avec Flex, je peux mettre un nombre. Par exemple, je mets 5. Ce que je veux que Flex, le deuxième enfant, puisse être 5 fois plus grand que les autres. Regardez ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais simplement rajouter encore la largeur. Je vais mettre par exemple 100 pixels. Quand je mets 2 Flex 2 sur le deuxième enfant, cela veut dire que le deuxième enfant va occuper 200 pixels et les autres occuperont 100 pixels, 100 pixels. Alors, si une fois je mets là-bas, par exemple, sur 3 aussi, je mets Flex, par exemple, 4, c'est que 3 sera 4 fois plus grand que les autres carreaux. Alors, c'est comme ça que ça marche. On peut simplement définir ça avec la propriété Flex et jouer avec ça pour définir l'élément plus grand et l'élément plus petit. On peut gérer les enfants, on peut gérer aussi les enfants à partir du conteneur. Comme je vous ai dit, avec les Flex, on a un contrôle total sur les enfants. Par exemple, alors je vais d'abord ajouter la hauteur. Par exemple, je vais ajouter l'espace entre les enfants. Comment est-ce que je vais faire? Flex nous donne la possibilité d'utiliser la propriété gap. Avec gap, je peux définir la distance entre différents ou l'espace entre les enfants. Je peux par exemple la distance de 20 pixels entre les enfants. Alors, tout dépend de vous. Alors, une autre chose dont je vais vous montrer, c'est quoi? C'est que chaque conteneur ou chaque enfant peut devenir aussi un conteneur Flex. Alors, vu que ce sont des divs, je peux juste venir ici faire display Flex sur les enfants. Et eux aussi vont devenir des conteneurs Flex. Alors, je vais centrer les éléments. Pour centrer de l'axe principal, je vais faire Justify Content Santa. Regardez, quand je vais enregistrer, ça va centrer ça horizontalement. Et pour centrer ça maintenant verticalement, je vais faire Align Items Santa. Et c'est comme ça qu'on centre les éléments dans un div. Afin de vous sentir à l'aise avec les Flexbox, je vous conseille de beaucoup plus faire des pratiques et comprendre réellement comment est-ce que ça marche. Le Grid Layout est une méthode puissante en CSS qui permet de créer des mises en page complexes et réactives en 2 dimensions. Alors, contrairement au modèle de mise en page précédent, comme Flexbox qui est unidimensionnel, Grid Layout gère à la fois les colonnes et les lignes, offrant une flexibilité et un contrôle exceptionnel sur la disposition des éléments HTML sur une page web. Pour utiliser Grid Layout, vous devez transformer un élément parent en conteneur de grille en déclarant Display Grid, comme on le faisait avec les Flexbox. Alors, une fois que vous avez défini un conteneur de grille, vous pouvez définir les colonnes et les lignes de la grille, placer les éléments à l'intérieur de cette grille et contrôler l'espace entre les cellules. Pensez au grid comme une feuille de calcul. On a toujours des lignes et des colonnes et on décide où placer maintenant les contenus. Découvrons ça en pratique. Alors, je vais commencer par supprimer tout ce qui concerne les Flexbox. Alors, je vais rester avec ma structure HTML, je vais juste supprimer ce qui a rapport avec les flex, donc les display flex, etc. Alors, pour les enfants, je vais centrer les textes, donc je ne vais pas supprimer ça, je vais te laisser comme ça. Alors, je vais devoir supprimer les flex qu'il y a sur les enfants, les int, child, tout, voilà. Je vais supprimer, je vais rester comme ça, comme on était auparavant. Alors, une fois que nous avons notre conteneur, nous devons transformer ces conteneurs en un conteneur grid. Et comment est-ce qu'on va le faire? On va faire juste display et puis grid. Une fois que j'ai fait cela, directement, on va créer pour moi une seule colonne et nos éléments seront placés dans une colonne.
Alors, je vais vous montrer comment visualiser ça. Je vais venir ici dans Google Chrome Developer Tools, inspecter, donc bouton droit et puis inspecter. Alors, dans la partie Layout, je vous ai dit que c'est l'élément pour débugger nos sites web dans la partie Layout. Alors, regardez, ça a déjà détecté notre grid Layout. Alors, cochez l'élément qui est là-bas et on va nous montrer maintenant nos différentes lignes et colonnes. Regardez, comme vous pouvez le voir, nous avons une seule colonne et nous avons 5 lignes. Oui, on a 4 lignes, je crois. Oui, c'est 4 lignes. Voilà, je vais devoir réduire ça et vous montrer ce que nous allons faire. Alors, une fois que nous avons déjà défini les display grids, nous devons maintenant définir nos lignes et nos colonnes. Pour ce faire, je vais vous montrer, on va définir d'abord les colonnes, on va utiliser grids template colonne. Alors là, ça va nous permettre de définir le nombre de colonnes que nous voulons et définir la taille. Alors on peut utiliser les pourcentages, les pixels, etc. Mais pour mon cas, je vais utiliser plutôt des fractions. Parce que les fractions, ça permet d'occuper l'espace disponible. Par exemple, la première colonne va occuper une seule fraction, la deuxième colonne va occuper 3 fractions et la troisième va occuper 2 fractions de l'espace disponible. Alors regardez, je vais essayer un peu d'agrandir. Comme vous pouvez le voir, nous avons la première colonne, la deuxième colonne et la troisième colonne. Alors, comme vous pouvez le voir, la première colonne est trop petite que la deuxième et la troisième. Alors, c'est les grids templates colonnes qui vont nous permettre de définir les différentes colonnes dont nous aurons besoin. Alors, comme vous pouvez le voir, on a défini aussi la taille des colonnes. Et là, ça marche très bien avec les fractions. Il y a d'autres méthodes à appliquer, je vous laisse découvrir ça. On peut définir aussi les différentes lignes avec les grids templates rows. Je peux me dire par exemple, je veux que la première ligne puisse être de 100 pixels, la deuxième ligne puisse occuper 40 pixels, et la troisième ligne puisse être par exemple automatique, que ça puisse occuper l'espace disponible. Je vais enregistrer, je vais vous montrer ce que ça va donner. Alors regardez, directement j'ai 3 lignes. La première ligne à 100 pixels, la deuxième ligne est trop petite, 40 pixels, et l'autre c'est auto, donc ça a pris l'espace disponible. Je peux changer ça en 200 pixels, regardez, la première ligne devient maintenant petite, la deuxième ligne devient grande, et la troisième ligne est automatique, ça prend l'espace disponible. Alors là, on veut définir les lignes et les colonnes. Nous devons maintenant placer nos éléments dans notre tableau ou dans notre grille, dans notre grid, dans notre conteneur. Et pour les placer, je vais premièrement commencer par la première case. Alors, je vais sélectionner le premier élément, le ntchat1, le premier enfant. Par exemple, je veux que le premier enfant puisse partir de la première colonne jusqu'à la troisième colonne, que ça puisse occuper tout cet espace. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la propriété grid_colonne sur l'enfant. Alors, grid_colonne, ça va prendre un paramètre ou ça va prendre comme valeur une fraction. Et cette fraction va être composée de la première colonne, ça veut dire la colonne de débit, et l'élément qui sera en dessous, ça sera la colonne de fin. Par exemple, je fais 1 sur 3 parce que je veux que ça puisse commencer de la première colonne jusqu'à la troisième colonne. Alors, je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va donner. Regardez, quand ça enregistre, il y a l'espace qui est créé. Alors, je vais devoir d'abord supprimer les width là-bas. Je vais mettre à 100%. Alors, je veux que les width puissent être de 100%. Je veux que ça puisse occuper tout l'écran. Regardez, automatiquement, ça vient d'occuper tout l'espace disponible. Cela veut dire que ça vient de la première colonne jusqu'à la troisième colonne. Je peux faire pareil avec les lignes. Et là, je vais utiliser la propriété grid rows. Par exemple, je veux que ça puisse occuper la première jusqu'à la troisième ligne. Je vais faire grid rows. Et puis là, je peux faire par exemple 1, ça prend aussi une fraction. Je veux que ça puisse arriver à la troisième ligne. Donc, je vais faire 1 sur 3. Alors, je vais vous montrer. Vu que ça touche déjà 2, il n'y aura pas d'effet. Mais je vais descendre jusqu'à la troisième ligne et regarder directement, ça s'applique. Alors, je vais supprimer les hey aussi. Je veux que ce soit automatique. Alors, je vais enregistrer et regarder. Nous avons notre première case ou notre premier enfant qui occupe la première jusqu'à la troisième ligne et la première colonne jusqu'à la troisième colonne. Nous allons essayer un peu de mettre en placement d'autres éléments. Par exemple, je veux que le deuxième ou la deuxième case puisse occuper, par exemple, puisse être en dessous de la première case. Pour ce faire, je peux faire grid colonne. Je vais voir la colonne qui reste, c'est toujours dans la première colonne. Et je veux que ça puisse occuper chez la première jusqu'à la deuxième colonne. Et je vais pour les rows maintenant, c'est là que ça va changer. Ça va commencer de la troisième ligne jusqu'à la quatrième ligne. Donc je vais faire grid rows, ça sera 3 sur 4.
Alors, je vais faire 3 sur 5, sur 4 plutôt. J'enregistre, voilà. C'est que notre deuxième élément vient de se placer en dessous de la première case. Nous pouvons continuer avec l'emplacement. Par exemple, je veux que le troisième élément puisse occuper toute cette ligne ou toute cette colonne ou la moitié de cette colonne. Ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais utiliser plutôt toujours les lignes et les colonnes. Je vais faire grid colonne. Je veux que ça puisse occuper la troisième colonne jusqu'à la quatrième colonne. Donc, ça sera 3 sur 4. Et je veux que ça puisse s'occuper, par exemple, de la première ligne jusqu'à la troisième ligne. Alors, je vais faire 1 sur 3. Alors, je vais faire 1 sur 3. Je vais vous montrer ce que ça va donner. 1 sur 3. Et regardez ce que je vais enregistrer. Voilà, directement, ça marche. Alors, vous allez noter que la quatrième colonne se positionne automatiquement selon les cases disponibles. Alors, je veux que la quatrième case puisse occuper tous les restes de tout l'espace disponible. Alors, je vais faire grid colonne. Je vais toujours analyser. Je vais voir. Pour les grid colonnes, j'ai quoi et quoi. Je vais utiliser, ça va commencer à la deuxième colonne jusqu'à la quatrième. Alors, ça va occuper quelle ligne? Ça va occuper la deuxième ligne jusqu'à la troisième ligne. Alors, je vais faire 2 sur 3. Alors, je vais faire 2 sur 3. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais faire 2 sur 3. Et regardez. OK, directement, nous venons de remplir notre case, nos différentes cases. Et c'est comme ça que les grids fonctionnent en fait. Ça fonctionne avec les lignes et les colonnes. C'est pour ça que je te dis que les grids, c'est comme une feuille de calcul. Alors, nous pouvons désactiver cette visualisation ici en décochant là-bas. Alors, là, je l'active pour que nous puissions être en mesure de mettre en forme facilement nos éléments. Alors, là, ça marche très bien. Nous venons de mettre en forme nos différents éléments ou nos différents enfants grâce à la disposition grille. Alors, nous allons découvrir comment ajouter l'espace entre les éléments. Pour ajouter l'espace entre les éléments, on utilise toujours gap comme dans Flex. Je vais faire gap et puis je peux mettre par exemple 10 pixels. Je vais enregistrer, regarder. Déjà, il y a l'espace qui vient de se créer entre les enfants. Alors, je peux augmenter cet espace-là en jouant avec les gaps. Par exemple, je vais l'espace, ça dépend, mais je vais d'abord réduire les padding. Donc, je vais créer un espace à l'intérieur de mon conteneur. Alors, regardez. Là, vous pouvez facilement visualiser les grids, donc les éléments enfants, en créant un espace de l'intérieur. Alors, je vous conseille de faire une pause sur cette vidéo et faire des exercices. Maintenant, il est temps de vous exercer. Alors, dans la plupart des sites web, nous avons toujours ces structures. On a la barre de navigation, on a la partie à gauche ou les sidebars, nous avons les contenus et nous avons les footer. Alors, je vais vous laisser de travailler sur ces petits projets ici. Alors, raisonner, utiliser les displays flex, utiliser le display grid, tout est possible. C'est à vous maintenant d'utiliser votre créativité. Avec tout ce qu'on a vu, vous pouvez le faire. Alors, moi, j'ai utilisé le grid. Alors, vous pouvez utiliser les flex, les grids, tout dépend de votre compréhension. Alors, vous allez me dire en commentaire ce qui a été plus facile pour vous et surtout, j'attends vos solutions. Pour ce qui est des couleurs, vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Alors, bon travail à vous.